Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Ouvrant ce journal en justice, l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État, Vidi Echimanga, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala. Ceci après que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe l'ait auditionné pendant plus de 7 heures. Il lui est reproché des faits susceptibles de la prévention de corruption. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était mardi à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York. Le numéro 1 de la RDC, à son langue de bois chargé Kagame et son régime ainsi a-t-il demandé à ce que le rapport des experts de l'ONU qui confirme le soutien du Rwanda au M23 soit distribué et examiné par le Conseil de sécurité. Suivez un extrait de son intervention choisi pour vous par Dadi Louindam. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie. Plusieurs réactions ont été enregistrées après le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, prononcé du haut de la tribune des Nations Unies. Le député national Gratien Irakane de l'Ensemble pour la République estime que le chef de l'État était plutôt plaintif. Il a été joint au téléphone par Dadi Louindam. Le discours de la RDC auprès des Nations Unies semble être un discours plaintif et non explicite par rapport aux réalités qui sont sur le terrain, surtout en matière de sécurité. Mais évidemment, tous les crimes qui sont commis à l'est de la RDC sont passés inaperçus. Le président s'est focalisé plus sur l'agression, mais on a oublié de dire tout simplement qu'il y a des centaines, des milliers de vies qui ont été décimées à l'est de la RDC. Donc il fallait attirer l'attention de la communauté internationale sur les génocides et tous ces massacres qui se passent en RDC. On devait rendre concret un chiffre qui montre l'ampleur de la situation ou même les dégâts qui sont occasionnés alors par tous ces pays qui sont en train de tirer dividendes sur les richesses minières de la RDC. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, toutes ces femmes qui sont violées, tous ces gens qui sont massacrés, tous ces habitants qui ont vu leur cité ou leur village décimés, brûlés, voilà, il n'y a pas une référence de discours par rapport à leur situation. Même hier, par exemple, à Lipuri, on a incendié 5 camions et
ce sont toujours des gens qui parlent à Kinyarwanda. Ils ont incendié 5 camions, on a tué, on a décapité des gens. Et voilà, donc c'est une situation continue. C'est un discours plaintif et non explicite par rapport à la réalité de ce qui se passe à RDC, surtout en matière sécuritaire, où il y a des crimes qui sont commis, des crimes internationaux qui sont commis, mais aujourd'hui non repris par le président de la République. On devrait justement dénoncer ces milliers de personnes qui sont massacrées atrocement. On devrait dénoncer ces milliers de femmes qui sont violées, ces milliers de maisons qui sont détruites, qui sont des sentiers. On devrait donc attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se fait, ce qui se passe à l'Est. Bon, on se limite à l'agression, oui, nous sommes d'accord, mais la situation humanitaire est catastrophique. On est pratiquement le premier pays au monde aujourd'hui avec un taux élevé de déplacement interne. Mais le président n'évoque pas tous ces aspects-là. Jeff Pambi, acteur politique de la société civile, salue le discours du chef de l'État lors de l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Ces derniers demandent au président congolais de mobiliser la population afin de faire face aux agresseurs du Congo Kinshasa. Il est dit au micro de Abishag Ngoma. Le chef de l'État est fait, en tout cas ça c'est mon opinion, parce que le chef de l'État a adressé toutes les questions qui concernent notre pays. Ce n'est pas que tout son discours était parfait, non. Et il y a des points que moi je n'ai pas acceptés, notamment le point sur la coalition des États de l'Afrique de l'Est pour venir dans notre pays dans des cadres de forces coalisées pour apporter la paix chez nous. Je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle je ne saurais transiger aujourd'hui. Pour moi, il est clair que ces forces des États d'Afrique de l'Est n'ont pas de place chez nous. Moi, je pense que le discours du chef de l'État était bon. Il était adressé à son public, entre autres, pour rassurer qu'il le prend. Et je crois qu'il assumait un peu ses propos. Et le ton était assez bon, il était plus ou moins bon en tout cas, et parce que vous sentez la gravité de son ton, et tout ça, ça compte. Et puis le discours s'adressait aussi à ses pairs des Nations Unies. Donc je crois que le discours du chef de l'État n'était pas mal. Et moi je crois qu'il a fait son travail et il a fait bien. Mais maintenant, il est question qu'au retour, que nous prenions la mesure de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a dit, la communauté internationale devrait s'attendre à ce que les Congolais prennent leur destin en main. C'est-à-dire que les Congolais ne vont plus attendre quoi que ce soit de la communauté internationale de manière globale, mais les Congolais ou le Congo va s'organiser. Je présume que le chef de l'État prend maintenant la mesure de la chose et qu'il puisse mettre en application ce que nous avons toujours demandé, c'est-à-dire de pouvoir nouer une alliance militaire avec un État ami, un ou deux États amis, et que de cette alliance-là, cet État avec lequel nous avons cette alliance, va fournir un contingent ou des contingents militaires pour venir renforcer, ainsi que du matériel, pour venir renforcer nos forces armées. C'est-à-dire que cette alliance doit être bilatérale. Mais cette histoire de coalition de forces, nous avons vu que ça a démontré que ce n'était pas payant. Avec la MONUSCO qui a échoué. Dans les rues de la capitale, les Kinois ont suivi de près le discours du chef de l'État. Interrogé par nos stagiaires Jonathan Moulumba, Lokumbu Bolodja, Myriam Machaka, la plupart saluent ces discours forts, directs et clairs. Suivez. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins... Les yeux des Kinois en particulier étaient fixés vers New York où prenait la parole le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours direct, fort et clair, réagisse-t-il. Oui, j'ai suivi le discours. C'est un discours nationaliste qui ne relève que de la réalité. Ça nous a soulagés. D'abord que les mal soient pointés du doigt
Ça nous a énormément soulagés et nous attendons la réalisation effective des intentions qui sont déjà clairement exprimées. En tout cas, c'était un très bon discours qui était attendu. La vérité, il faut le dire telle qu'elle se présente. Il n'y a pas de plainte là-dedans. Nous avons un mal à l'intérieur, nous avons un serpent dans la maison, il faut les dénoncer. Et devant ceux-là même qui encouragent ceux qui nous agressent, c'est une vérité qu'il fallait dire. Durant ce discours au niveau de la Nations Unies, de la tribune des Nations Unies, j'ai remarqué que le chef de l'État était vraiment objectif. Il a au moins cité le nom du Rwanda comme étant un pays agresseur et comme étant le pays qui alimente les M23. Donc c'est dans ce sens que j'ai aimé le discours du chef de l'État. Et puis j'encourage aussi les chefs de l'État à essayer de mobiliser de tout azimut la population, de lui donner au moins son idée principale par rapport à la guerre qui passe au niveau de l'Est de notre pays. Si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, le discours du chef a été un très bon discours. Il a ressorti les préoccupations que nous avions. Il a parlé au nom du peuple congolais en son nom propre. Il a fait comprendre, il a touché le point qu'il fallait, le point du Rwanda, l'agression à l'Est. Il a touché le point des M23 et je crois que c'est ce qu'il faut. Hein. Je souligne encore bien, nous sommes en diplomatie. Hein, on est dans la diplomatie, donc on ne peut pas tout dire comme ça là. Il faut savoir aussi quel mot mettre à quelle place. Et puis, célébration ce mercredi 21 septembre de la Journée internationale de la paix, une journée instituée pour informer le public sur les enjeux majeurs de la société. Le thème retenu cette année est « Mettre fin au racisme et bâtir la paix ». Ce thème permettra de lever encore une fois la voix face au racisme qui se développe dans les institutions, les structures sociales et le quotidien à travers toutes les sociétés. Suivez ce papier lié à cette journée, signé par Abishag Ngoma. C'est sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix » que le monde a célébré ce 21 septembre la Journée internationale de la paix, déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de la paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-les-feux. Ainsi, pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus déposer les armes, construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s'épanouir. Il s'agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelles que soient les races, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en indiquant que le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les sociétés. Il reste un facteur d'inégalité persistant et continue de priver de personnes de leurs droits humains fondamentaux. Cependant, la résolution de l'Assemblée générale sur la journée de la paix est de combattre les inégalités, combattre les racismes, la xénophobie et les discriminations, aussi l'intolérance qui y sont liées, existent dans toutes les sociétés. Le racisme nuit non seulement à la vie de ceux qui le subissent, mais aussi à la société dans son ensemble. La lutte contre le racisme et le combat de tous, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde sans racisme, laisse entendre Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le mouvement citoyen de lutte pour le changement, Lusha, a organisé une marche pacifique à Beni pour demander la fin de l'état de siège, du départ de la MONUSCO et la reprise de Bunagana par les autorités. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre correspondant Joël Kamabou. À travers cette marche pacifique organisée à l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, le militaire de la lutte compte exiger la reprise de Bunagana par le FARDC avant la fin de ces mois, la fin de l'état de siège et le départ de la MONUSCO pour leur inefficacité. Dans une journée très spécifique, de la journée de la paix, c'est pour cette raison que nous sommes juste donner ce courage de venir à la mairie juste pour exprimer nos mécontentements et les situations qui traversent les pays, voire même la province du Nord et tout. Vous savez, ça fait 3 mois depuis que la cité de Bunagana est occupée par les M23, mais nos autorités semblerait
mettre cela dans les oubliettes. C'est pourquoi nous sommes mobilisés en tant que jeunes citoyens de la ville de Béni, juste pour les interpeller, en fait d'exiger à ce que nos FARDC fassent leur mieux, juste pour récupérer Bounaga dans ses délais proches, mais aussi interpeller aussi les dirigeants de l'état de siège qu'on a déjà assez depuis que l'état de siège était décrété. Jusque-là, rien ne s'est fait voir. On est en train de les rappeler, de faire autant aux autorités de lever cette mesure qui n'est plus même sanitaire à la population. Pourtant, des tracasseries, le fait de contraintes, nous qui sommes des activistes, de juste organiser nos manifestations. Mais aussi, en rappelant aussi la MONUSCO qu'elle n'est plus vraiment la bienvenue en sein de la population. Donc nous voulons à ce que cette force policière de quitter aussi notre région. C'est pour cette raison qu'elles sont déjà devant les installations de la mairie. Et nous sommes là, mais déjà contraints par nos agents de l'ordre qui ne veulent même pas ce qu'on se croise avec les maires de la ville, monsieur les journalistes. Et il y a certains de vous qui seraient déjà à la police. Exactement. Il y a eu des groupes. Le premier groupe a été vite brutalisé par nos agents de la police. C'était au niveau du choc RTL. Alors nous sommes venus après le premier groupe. C'est pour cette raison que nous sommes devant les installations de la mairie. Est-ce que vous espérez déposer votre mémorandum? Exactement. Donc on quitte la mairie jusqu'à ce que le maire de la ville va recevoir notre mémorandum. Durant cette marche pacifique, la police a arrêté 21 militants de la Lucha et libéré quelques heures après. Béni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Autre chose, 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, confirme l'engagement de la RDC à contribuer fortement à l'éradication du VIH, de la tuberculose et du paludisme d'ici 2030. Autre détail avec Maxime Marcab. Cette rencontre internationale réunit la grande communauté de donataires, le partenaire, ainsi que les États membres pour l'éradication du VIH-Sida, de la tuberculose et de la malaria. La 7e conférence des reconstitutions des ressources du Fonds mondial est l'occasion pour le monde entier de relever les défis et de prendre des mesures audacieuses pour protéger tout le monde partout des malarias infectieuses le plus meurtrières. Organisé sous les auspices du président américain Joe Biden, ce forum mondial a pour thème lutter pour ce qui compte. Cette réunion a été marquée par plusieurs allocutions prononcées par le dirigeant du Fonds mondial, du secrétaire d'État au département de la santé humaine, service des États-Unis, Xavier Becerra et tant d'autres partenaires. Les orateurs ont également mis un accent particulier sur les effets néfastes de la COVID-19 ainsi que sur les efforts dans la lutte contre les autres maladies auxquelles le Fonds mondial est contributeur principal. Dans son speech, le ministre congolais de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, en sa qualité d'administrateur du Fonds mondial pour la zone Afrique centrale et l'Ouest, a fait savoir que la participation à ces grands forums mondiaux est une preuve d'engagement du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans la mobilisation mondiale contre le sida, la malaria et la tuberculose dans le pays. Notez que la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial est le meilleur moment pour faire bouger les choses. Il s'agit de mettre à profit le pouvoir de partenariat du secteur privé pour éliminer les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme à l'horizon 2030. L'Université pédagogique nationale UPEN s'organise pour connaître les défis qui l'attendent et les réponses à apporter pour y faire face. Voilà le sens de l'atelier préparatoire du plan stratégique 2022-2023 et du plan opérationnel 2022-2023 qui a été ouvert ce mercredi 21 septembre par la rectrice de cet alma mater, Anastasie Massanga. Suivez. Dans toute grande université, il y a des critères pour son fonctionnement optimal. C'est dans le souci de doter l'Université pédagogique nationale d'une feuille de route afin de guider ses animateurs pour les 10 années prochaines que la rectrice Anastasie Massanga a ouvert cet atelier préparatoire qui va entendre les forces vives de l'UPEN par rapport aux suggestions et propositions de cet alma mater. C'est pour réussir l'UPEN. Notre ambition, c'est de réussir l'UPEN. L'UPEN a résolument les yeux tournés vers un avenir qu'elle ambitionne, un avenir
qui fait de telle sorte qu'elle a l'ambition de devenir une grande université, pas seulement pour le Congo, pas seulement en Afrique, mais pourquoi pas une université qui vise à devenir comme ceux des autres continents, comme ceux du monde. Donc l'UPEN doit devenir une université au standard international. Donc. Les travaux de cet atelier préparatoire du plan stratégique 2022-2032 et du plan opérationnel 2022-2025 vont durer une semaine, comme l'explique le coordonnateur des travaux, Jano Mokili. Il y a l'atelier préparatoire d'aujourd'hui et de demain, et puis il y a une commission qui va comprendre les membres du comité de gestion, tous ils sont membres, les 5 membres du comité de gestion, ils vont faire partie de la commission. Il y a les membres de la coordination que je préside et aussi les membres proprement dit de la commission. Et vous verrez que ces membres ont été choisis parmi toutes les corporations de l'université. Donc là-dedans, vous avez des représentants, par exemple de corps professoral, vous avez les représentants des corps scientifiques, vous avez ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle l'association des administratifs, donc personnel technique et ouvrier, et les étudiants. Donc ce sont toutes les parties prenantes de l'UPEN qui sont associées à ce travail, de façon qu'aucune catégorie socio-professionnelle de l'UPEN ne soit oubliée dans ce que nous voulons faire en fait. Ouvert ce mercredi 21 septembre 2022, c'est ce jeudi 22 décembre. Ouvert ce mercredi 21 septembre 2022, c'est ce jeudi 22 septembre 2022 que se clôture cet atelier. Page société à présent, phénomène Koulouna dans la commune de Ndjili. 2 groupes de ces jeunes délinquants des quartiers 12 et 2 se sont livrés à des combats sans merci, troublant ainsi la quiétude de la population. Il a fallu l'intervention de la police pour calmer la situation. Reportage. Au quartier 12 et 2 de la commune de Ndjili, 2 groupes rivaux de jeunes délinquants communément appelés Koulouna y ont instauré la jungle. Ils s'affrontent en pleine journée avec des armes blanches, paralysant ainsi les activités des paisibles citoyens. Alertés, les éléments de la police sont vite intervenus pour amener de l'ordre. Ils ont poursuivi ces badauds jusqu'au dernier rempart. Ainsi ont-ils arrêté quelques-uns qui seront déférés devant les instances judiciaires. Au quartier 12. Le souhait de la population de la commune de Ndjili est que la quiétude et la sécurité règnent dans leur quartier. Tout le monde dans le Samandé, même population qui sont en train de dénoncer. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Dadi Louindamo. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.